Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le Président de la République, lors de sa présentation du plan France 2030 le 12 octobre 2021, posait l'innovation comme un préalable indispensable à la réindustrialisation afin d'engager un nouveau cercle vertueux de croissance. Mes chers collègues, les travaux que j'ai conduits dans le cadre de la préparation de ce rapport pour avis ont emporté ma conviction sur 2 points. Tout d'abord, qu'au-delà des 54 milliards d'euros de crédits sur lesquels communique abondamment le gouvernement, le plan France 2030 est un dispositif qui présente des défauts majeurs pour construire un futur plus humain et résilient. Ce sera l'objet de la première partie de mon propos. Dans un second temps, je vous livrerai les résultats de mes travaux sur 2 thématiques stratégiques de France 2030 qui me tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit de la production des biomédicaments sur notre territoire et la réindustrialisation de la France par le prisme des véhicules électriques. Tout d'abord, les défauts de ce dispositif. Vous l'aurez compris, chers collègues, je ne partage pas cette idée du Président de la République que l'innovation serait le préalable au retour de capacités de production et d'exportation qui en découleraient. L'innovation devrait être la suite d'une politique industrielle cohérente au service des besoins humains et écologiques. L'objectif pour la France de devenir leader dans des secteurs économiques dans la compétition internationale me paraît ainsi mal calibré. Tout d'abord, nous ne luttons pas à armes égales avec nos concurrents. Après la crise sanitaire, les États-Unis ont mis en place un plan, l'Inflation Reduction Act, doté de près de 400 milliards de dollars consacrés à de grands enjeux de notre temps. Les autres puissances ont emboîté le pas, dont la France. Mais la différence fondamentale entre ces différents plans se situe au niveau de leurs ambitions budgétaires, mais surtout sur le fait que nos concurrents, notamment les États-Unis et la Chine, mettent en place des mesures protectionnistes qui offrent des débouchés à leurs propres entreprises. La France, et plus globalement l'Europe, n'appliquent pas les mêmes règles que la concurrence. La compétition est faussée. La seule variable pour être plus compétitif est alors souvent la baisse du coût du travail et son corollaire, les délocalisations. Cette vision du président mise en œuvre par le gouvernement me paraît dogmatique et étriquée. Mes chers collègues, ce dispositif présente un manque de cadrage et de planification. Je retiens 6 défauts majeurs qui font que France 2030, un plan mal calibré. Le premier, c'est que la sobriété constitue un angle mort de ce dispositif. Pourtant, avec les limites planétaires, l'augmentation de la population mondiale et la raréfaction des ressources naturelles, la sobriété devrait être la pierre angulaire à l'aune de laquelle nos modes de production et de consommation devraient être revus. Le second défaut, c'est l'absence de stratégie industrielle cohérente pour accompagner ces investissements. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple est que France 2030 investit plusieurs milliards d'euros pour la construction de 4 gigafactories de batteries électriques dans le nord de la France, ou méga-usines de batteries, pour parler français. Mais les représentants de ces entreprises n'ont pas pu acheter en France les machines-outils nécessaires à l'installation de leurs usines, faute de produits susceptibles de répondre à leurs besoins. Ils les ont donc achetés à l'étranger, pour l'essentiel en Chine ou en Corée. Mon deuxième exemple porte sur ce même secteur de l'industrie automobile. Le gouvernement met le paquet sur la production de batteries électriques en France, mais les constructeurs automobiles délocalisent des activités pourtant nécessaires dans la production de voitures électriques, comme les fonderies d'aluminium. D'ailleurs, j'ai essayé de savoir comme rapporteur, l'origine de toutes les pièces assemblées pour la production de modèles électriques de Renault et Stellantis. La réponse de Renault est insatisfaisante. Quant à Stellantis, ils ont refusé d'être auditionnés. Notre pays souffre clairement d'un manque de coordination des acteurs et un tissu industriel cohérent. Le troisième défaut de planification, c'est l'insuffisance d'investissement dans la recherche et le développement. Plusieurs acteurs auditionnés m'ont indiqué le manque de crédits structurels pour la recherche publique et le fait que les chercheurs doivent passer leur temps à répondre à des appels à projets complexes pour bénéficier de financement. Plus généralement, les dépenses consacrées à l'ensemble des activités de recherche et développement en France correspondent à seulement 2,21% du PIB, ce qui classe la France dans la catégorie des pays intermédiaires, assez loin derrière les États-Unis et l'Allemagne, pour ne donner que comme exemple. Le quatrième défaut de planification,
c'est l'insuffisance de crédit pour la bifurcation écologique. Le rapport Pisani-Ferry estime à 66 milliards d'euros par an le niveau d'investissement supplémentaire d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone. Avec France 2030 et les orientations du gouvernement, le compte n'y est pas. Le cinquième défaut, c'est le peu de conditions écologiques et sociales demandées en contrepartie des aides publiques versées. Je rappelle que les dépenses publiques dont bénéficient les entreprises atteignaient 157 milliards en 2019 contre 30 milliards par an dans les années 1990, soit une multiplication par 5. Le dernier défaut majeur est le déficit démocratique du dispositif. Il a été créé sans débat parlementaire, pas plus qu'il n'y a eu de débat sur la définition des 10 axes stratégiques. Le recours au 49.3 pour le projet de loi de finances pour l'année 2023 a privé l'Assemblée nationale de son rôle. Enfin, je rappelle que différents rapports parlementaires ainsi que la Cour des comptes ont régulièrement souligné l'insuffisante évaluation du dispositif. L'évaluation du dispositif France 2030 est assurée par un comité de surveillance composé en majorité de personnes nommées par la Première ministre. Or, France 2030 est piloté et coordonné par le secrétariat général à l'investissement qui est lui-même sous l'autorité de la Première ministre. Il y a donc un souci d'indépendance de l'évaluation, raison pour laquelle je préconise de modifier la composition du comité de surveillance des investissements d'avenir. J'en viens maintenant aux deux thématiques, santé et voitures électriques. Sur le sujet de la santé, France 2030 a fixé l'objectif de produire au moins 20 biomédicaments en France à horizon 2030. C'est quoi un biomédicament? Vous vous demandez sans doute. Pour votre bonne information, chers collègues, un biomédicament correspond à un médicament dont le principe actif est issu de matière biologique, elle-même issue du vivant, telles des cellules, tissus ou organes. Il représente la moitié des médicaments en développement en 2022 et 24% du marché mondial du médicament. Alors que notre pays n'en produisait que 5 biomédicaments en 2020, les acteurs auditionnés ont largement fait part de leur scepticisme sur la capacité de la France à atteindre cet objectif de produire 20 biomédicaments d'ici 2030. Si les acteurs de la filière des biothérapies mentionnent tous l'excellence de la recherche académique française, ils soulignent en même temps nos difficultés à passer à l'étape de la production, en raison notamment d'un manque de structuration de la filière. Ils avancent notamment un manque de locomotives qui ne jouent pas toujours le jeu, au premier rang desquelles l'entreprise, par exemple Sanofi, qui travaille trop peu avec les entreprises françaises. Au-delà, le rapport présente les risques que font peser sur l'accès aux soins des citoyens trop fort accent mis sur l'innovation. La question de la santé du futur ne peut pas occulter celle de l'accès aux soins de tous les citoyens. Pourtant, notre système de soins solidaires est en proie à de graves tensions d'approvisionnement en médicaments, d'un manque pathologique de moyens et d'une pénurie de soignants à tous les niveaux. Dans ma circonscription, les services d'urgence sont régulés. L'annonce récente d'un possible doublement des franchises médicales montre que le gouvernement se trompe de priorité. Plutôt que de faire payer les ultra-riches de la santé, le gouvernement fait passer à la caisse les gens pour leur santé. En l'état actuel, le plan France 2030 n'apporte pas de réponse structurelle aux manquements du présent et risque même d'aggraver l'accès universel aux soins. Sur ce sujet de la santé, je veux alerter sur les incohérences majeures. Tout d'abord, sur la soutenabilité financière des nouveaux traitements pour la Sécu. Les traitements innovants sont révolutionnaires d'un point de vue thérapeutique et peuvent améliorer la prise en charge de nombreuses pathologies, voire en soigner certaines qui étaient jusqu'à présent incurables. Mais il s'agit de traitements potentiellement facturés très cher à l'assurance maladie en raison de critères fixés. Certaines réformes, comme la généralisation de la procédure de l'accès précoce en 2021 aux traitements présumés innovants, viennent renforcer ce risque sur les finances publiques. Ce qui me conduit à formuler une série de propositions dans ce rapport. Appliquer la licence d'office, augmenter la transparence sur l'argent public distribué aux industriels du secteur pour peser au moment des négociations et mieux encadrer la question des brevets en cas de partenariat de recherche publique-privée. Il y a aussi le problème de l'approvisionnement en molécules matures.
Le pays a subi la pénurie de matériel médical élémentaire, comme les masques ou encore de médicaments au quotidien, tels que ceux à base de paracétamol ou d'amoxicilline pendant et après la crise Covid. Le plan France 2030, censé n'y apporte en réalité que trop peu de solutions concrètes. Malgré des sommes importantes d'argent public engagées, 7,5 milliards pour ce volet, les contreparties en termes de rapatriement des capacités de production de principes actifs sur notre sol demeurent très timides. Le gouvernement ne compte que sur l'augmentation des prix des médicaments du quotidien et donc sur la somme payée par les Français pour inciter les industriels à produire à nouveau en France ces molécules moins rentables. Je propose notamment la mise en place d'un pôle public de production du médicament pour assurer la production de molécules matures sur notre sol, maintenues à un tarif abordable pour les citoyens. Et enfin, j'en viens à la question des voitures électriques. Les voitures électriques sont un moyen de mobilité davantage décarboné et il y a une compétition à marche forcée entre les constructeurs sur ce secteur. La batterie électrique représente 40% de la valeur ajoutée de la voiture et revêt un enjeu de souveraineté industrielle. C'est l'objet de la stratégie nationale batterie avec l'installation des 4 gigafactories d'une capacité combinée de production de 120 gigawatts. Concernant les constructeurs français, dans un contexte de différence de coûts de production avec leurs concurrents asiatiques, ils ont fait le choix du virage de l'électrique en choisissant de produire surtout des berlines, des breaks et des SUV. Des voitures lourdes et donc consommatrices et chères. C'est le choix d'un marché de rentabilité, mais c'est un choix qui ne répond ni aux nécessités écologiques ni aux besoins sociaux. La plus petite voiture Stellantis, la E208, est produite à l'étranger. Renault produira sa R5 à Douai, mais je n'ai pu obtenir de garantie sur la provenance de ces pièces. J'alerte sur la pente qui est prise d'une France à 2 vitesses dans l'accès à la mobilité. Cette France à 2 vitesses pourrait d'abord résulter du prix des véhicules électriques. Il n'y a pas de perspective de véhicules électriques produits en France à moins de 25 000 € de prix d'achat. De plus, il paraît probable qu'il n'y aura pas de marché de voitures électriques d'occasion puisque la durée de vie de la batterie électrique est d'environ 10 ans. Par ailleurs, il y a un risque de France à 2 vitesses entre ceux qui auront accès à des solutions de mobilité alternatives, notamment des transports en commun et les autres. Je pense aux habitants des zones très rurales, mais aussi à certains quartiers urbains. Raison pour laquelle j'émets plusieurs préconisations. La priorité devrait être donnée à la production de véhicules électriques légers, donc plus sobres et plus accessibles en matière de prix. Les aides de l'État et le bonus écologique devraient également être concentrés sur cette ambition. Deuxièmement, j'invite l'État à augmenter considérablement son effort en matière de mobilité alternative et notamment le développement du service de transport collectif public. La deuxième question majeure pour les véhicules électriques est celle de la dépendance aux matériaux actifs, notamment le cobalt, le lithium transformé en Chine. Dépendance aussi à la production d'énergie nécessaire. Dépendance enfin à la question du recyclage. Il n'y a pas d'autre choix que de planifier la baisse de la consommation d'énergie dans d'autres secteurs d'activité. Je préconise aussi de soutenir les projets de recherche visant à la production des batteries sans utilisation de certaines matières premières. Pour conclure, l'avenir de la voiture électrique est un défi majeur pour notre souveraineté industrielle, mais elle nécessite de revoir en profondeur les relations entre l'État et les constructeurs automobiles pour que la puissance publique pose les conditions du point de vue de ce qui est nécessaire aux besoins humains et écologiques. Ces exigences en matière d'emploi, de relocalisation des productions, de modèles de voitures moins chers et moins consommateurs. Des critères pour un meilleur maillage territorial et une prise en compte des bassins désindustrialisés et des qualifications ouvrières qui s'y trouvent. Vous l'aurez compris, toutes les insuffisances du plan France 2030 que j'ai évoqué, défaut de planification, déficit démocratique, volet santé qui passe à côté de l'enjeu de l'accès aux soins, voire qui risque de l'aggraver, et volet mobilité conduisant à une France à 2 vitesses, j'émets donc un avis défavorable à l'adoption des crédits Investir pour la France 2030. Je vous remercie de votre attention.